La taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties constituent trois ressources fiscales que l'on appelle des impôts directs et qui constituent ce que l'on appelle les impôts ménages. Ces trois ressources représentent bien plus qu'une source de fonctionnement pour les communes ou les EPCI. Elles permettent en effet tout d'abord d'évaluer les richesses et les pauvretés des collectivités locales, c'est-à-dire des communes et des départements, ainsi que des EPCI. Les régions ne perçoivent plus ces impôts depuis 2010. Elles permettent également la montée en puissance des différentes formes fiscales d'EPCI à fiscalité propre. En tant que levier incitateur, ces impôts permettent aux exécutifs des incitations favorables à telle ou telle politique publique. Pour chacun de ces impôts, en effet, les assemblées bénéficient d'une liberté de vote des taux, instituée par la loi du 10 janvier 1980 et encadrée par deux principes. Le premier principe est celui des taux planchers et des taux plafonds. Le second principe est celui de la liaison des taux. Concernant la taxe d'habitation, tout d'abord, elle frappe tous les locaux meublés affectés à l'habitation et leurs dépendances, et pour certains locaux occupés par les collectivités privées ou publiques. Elle est établie d'après la situation au 1er janvier de l'année d'imposition, au nom des personnes physiques ou morales qui ont la disposition ou la jouissance à titre privatif des locaux imposables. Il s'agit du propriétaire ou du locataire. Depuis 2010, l'ATH est perçue par les communes et les EPCI à fiscalité propre. Comme pour les autres impôts, le produit de l'impôt est perçu par la Direction régionale des finances publiques, appelée la DRFiP. Ce produit résulte de l'application d'un taux sur une base constituée à 100% de ce que l'on appelle la valeur locative cadastrale ou plus communément appelée la VLC. Qu'est-ce que la VLC ? La VLC est un montant de loyer moyen qu'un propriétaire pourrait toucher d'un bien moyen mis dans des conditions moyennes de marché. Concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties, elle est due par les propriétaires ou usufruitiers des immeubles bâtis situés en France, d'après la situation au 1er janvier de l'année d'imposition, comme pour la taxe d'habitation. Il s'agit d'un impôt sur les constructions, élevé au-dessus du sol, mais également diverses catégories de biens qui ne sont pas des immeubles bâtis, certains terrains et sols notamment. Les immeubles doivent remplir deux conditions. Être fixés au sol, à perpétuelle demeure, de telle façon qu'il soit impossible de les déplacer sans les démolir. Tel est le cas si la construction repose sur des fondations ou une assise en maçonnerie ou en ciment. Et deuxièmement, ils doivent présenter le caractère de véritable construction, y compris les aménagements faisant corps avec elle. La taxe foncière sur les propriétés bâties est perçue par les communes, les EPCI à fiscalité propre et les départements. Concernant la taxe foncière sur les propriétés non bâties, elle est due par tout propriétaire de terrains nus, non bâtis, tels que les friches, les étangs, les marais, les lacs, mais aussi, et notamment, due pour les terrains occupés par les chemins de fer, excepté pour les voies ferrées ne présentant pas un caractère d'utilité publique qui sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties. On trouve également les carrières, les mines, les tourbières, les salines, ainsi que pour les terrains occupés par les serres, à condition qu'elles soient affectées à une exploitation agricole. La taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue par les communes et les EPCI à fiscalité propre. Depuis la loi de finances pour 2010 et la suppression de la taxe professionnelle, a été instituée au profit des communes et des EPCI à fiscalité propre une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, sur les carrières, les ardoisières, les sablières, les terrains à bâtir, les rues privées, les terrains d'agrément, les parcs, les jardins, les pièces d'eau,
les chemins de fer, les canaux de navigation, de dépendance, ainsi que les sols des propriétés bâties et des bâtiments ruraux, cours et dépendances. Le taux de cette taxe additionnelle est fixe. Les collectivités et les EPCI bénéficiaires ne disposent d'aucune liberté de vote des taux. Ces taux ont fait l'objet de nombreuses exonérations, dégrèvements ou abattements. Une exonération consiste à diminuer le montant d'un impôt dû sans compensation de l'État. Le dégrèvement consiste de la même façon à diminuer le montant d'un impôt dû, mais le manque à gagner pour la collectivité bénéficiaire est compensé par l'État. Concernant les abattements, il s'agit d'une diminution de l'impôt dû par une diminution de la valeur d'une des richesses introduites dans la base d'imposition ou le retrait pur et simple de cette valeur. Les abattements donnent lieu à une compensation de la part de l'État. Ces exonérations, ces dégrèvements et ces abattements amènent l'État à prendre en charge progressivement une part de plus en plus importante du produit de l'impôt au lieu et place du contribuable assujetti. La valeur locative cadastrale qui constitue la base d'imposition des impôts ménages fait l'objet de nombreuses critiques liées d'une part à la nature des évaluations des richesses prises en compte dans l'assiette et d'autre part aux réformes en cours visant l'actualisation de ces mêmes bases. Ces dernières années, les exonérations, les dégrèvements et les abattements qui se sont multipliés ont diminué d'autant les marges de manœuvre des assemblées délibérantes sur ces leviers fiscaux. En la matière, il existe un adage, celui qui consiste à préciser que l'État est le premier contribuable des collectivités territoriales. Cette introduction de plus en plus importante de l'État dans les budgets locaux et intercommunaux marque-t-elle la fin ou la fragilisation d'une autonomie financière des collectivités locales ?